alors que le président de la République démocratique du Congo avait, à travers différents processus de paix engagés en 2025, signé plusieurs accords portant sur un cessez-le-feu et la neutralisation tant attendue des FDLR. La situation sécuritaire dans l'est du pays continue de susciter de vives inquiétudes. Depuis plusieurs semaines, on observe en effet une recrudescence d'attaques perpétrées par les FARDC, alors même qu'un cessez-le-feu est censé être en vigueur. Ces opérations incluent désormais l'usage de drones, y compris dans des zones fortement peuplées. Dans un communiqué publié le 2 mars sur X, l'AFC M23 a indiqué avoir mené une opération ciblée à Kisangani afin de neutraliser et détruire ces drones utilisés contre des civils. Le 1er février, une autre opération avait également visé un centre de commandement dans la même ville. Pourtant, le 13 février 2026, la présidence de la RDC avait publié un communiqué officiel annonçant l'acceptation de la proposition d'un cessez-le-feu formulée par l'Angola. Malgré ces engagements, plusieurs frappes de drones continuent d'être signalées sur le terrain. Le 24 février 2026, une frappe de drone menée par les FARDC a notamment visé le site de Rubaya, entraînant la mort de combattants de l'AFC M23, dont son porte-parole, Willy Ngoma. Plus récemment, le mercredi 11 mars 2026, une nouvelle frappe de drone a été menée dans la ville de Goma. Les FARDC avaient cru frapper des dirigeants de l'AFC M23 et l'ancien président congolais Joseph Kabila. Cette attaque a coûté la vie à une ressortissante française engagée dans l'humanitaire, Karine Bouissé. Malgré la gravité de ces événements, les réactions de la communauté internationale demeurent pour l'instant relativement timides. Peu de condamnations fermes ont été exprimées et aucune partie n'a clairement désigné l'origine de ces attaques, alors même qu'un cessez-le-feu est officiellement en vigueur. Pour tenter de décrypter la situation et comprendre pourquoi la communauté internationale émet des condamnations timides face à ces violations flagrantes du processus de paix par le président Félix Tshisekedi, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui les analystes politiques, professeur Tombola et maître Jean-Baptiste Gassominari. Mais d'abord, pourquoi ne voit-on aucune réaction internationale quant à l'origine de ces attaques? Bien, merci beaucoup. Je pense tout ce que ces grandes puissances font comme condamnation qui semble aussi timide, pas une... Si condamnation il y avait, même la condamnation des tirs de drone pouvait être ouverte et condamner la partie qui a lancé ces drones. Mais toutes ces condamnations qui semblent venir sont issues de certaines organisations de droits de l'homme, qui sont des organisations indépendantes, qui défendent les droits des minorités, surtout à l'Est. Et je pense que c'est pour cette raison qu'ils commencent à faire surgir en disant, bon, les communautés, les minorités sont en danger. Par exemple, en Belgique, il y a eu un collectif des avocats qui avait fait une conférence, qui avait organisé une conférence sur les massacres des Tutsis, des Banyamulenge et des Hema, donc qui défendaient leurs droits. Donc, et je pense que c'est de cette façon qu'une voix peut s'élever parmi 1000 personnes qui se taisent, et une seule personne lève sa voix. Et cette voix va se perdre là-bas. Donc je pense que nous avons un sérieux problème où les grandes puissances prennent le pays en développement comme des sous-États. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Maître, une petite question. Oui. Si nous essayons de revenir un peu en arrière, avec la prise d'Ouvira, l'F-123 arrive à Ouvira. Après une semaine, nous voyons les États-Unis, presque le monde entier, se lever, dire quitter Ouvira pour peut-être reprendre le processus de paix. L'F-123, en bonne foi, a accepté de quitter Ouvira pour relancer le processus de Doha. Aujourd'hui même, nous avons vu une attaque à Goma qui ciblait les hauts responsables de l'F-123. Est-ce que voyez-vous une possibilité encore d'une table de négociation entre Kinshasa et l'F-123 avec toutes ces attaques, ces offensives? Bon, je dois rappeler que Kinshasa n'a jamais voulu
participer aux négociations de son propre gré. C'était après la prise de la ville de Goma et la ville de Bukavu que la communauté internationale a contraint le gouvernement de la RDC d'accepter les négociations parce qu'au fait, le gouvernement perdait la guerre. Parce que, si vous vous rappelez, avant janvier 2025, le président Tshisekedi avait juré de ne jamais discuter avec l'AFC M23, qu'il s'efforçait d'ailleurs de ne même pas nommer. Lui, il disait qu'il ne va jamais se retrouver autour d'une table avec eux. Et je pense que c'est le même scénario qui s'est produit après la prise d'Uvira. La communauté internationale a ordonné au M23, à l'AFC M23 de quitter Uvira pour relancer le processus de négociation. Mais comme vous le savez, Doha piétine. Doha piétine parce que le gouvernement de la République démocratique du Congo ne veut pas négocier et finir ces négociations parce qu'il croit en la solution militaire. C'est pour cette raison qu'ils n'ont pas cessé de bombarder à l'aide des drones et des avions d'attaque, de l'artillerie lourde, avec ses alliés burundais et ses mercenaires. Donc, le gouvernement congolais n'est pas prêt pour le dialogue. Lui, au fait, son souhait, c'est de gagner plus de temps, de se préparer, d'acquérir de nouvelles armes et puis de faire la guerre et d'en finir. Parce qu'ils disent que l'objectif, c'est de récupérer toutes les zones. Kinshasa dit que ce sont des zones occupées au moment où la FCM23 parle de zones libérées. Bon, je pense que c'est une question de terminologie. Mais ce qui est agaçant, au fait, c'est ce silence coupable de la communauté internationale. Cette communauté internationale qui élève la voix lorsque, par exemple, une ville comme Uvira, une ville très stratégique, nous disons que Uvira est stratégique. Pourquoi? Parce que c'est la porte d'entrée des militaires burundais pour venir en RDC. C'est une ville presque jumelle à la ville de Bujumbura, où les habitants de Bujumbura viennent s'approvisionner en carburant, en nourriture, en médicaments, journalièrement. Donc c'est une ville stratégique sur le plan de la guerre parce que c'est ça la porte d'entrée de tous ces combattants et du matériel militaire. Monsieur le professeur, Oui. le gouvernement de Kinshasa est en guerre avec le groupe rebelle AFC-M23. Mais quel objectif poursuit Kinshasa en menant des offensives contre des populations civiles? Quel est l'intérêt de bombarder des civils? Bien. Si j'essaie de réfléchir là-dessus, le pourquoi des bombardements aveugles, ça peut être dans l'optique de créer la peur, la terreur, semer la terreur, et au sein de la population, pour dire, mais est-ce que nous serons protégés par ces révolutionnaires ou ces rebelles, mais qu'il y ait une désolidarisation de la population par rapport à la FCM23. Voilà ce dont je pense. Parce que la guerre, de façon l'artillerie, Kinshasa a échoué. Et moi, je pense, si l'AFC M23 veut bien continuer sa guerre, il ne doit pas aussi accepter le cessez-le-feu. Parce que ce cessez-le-feu, tant que l'AFC M23 observe le cessez-le-feu, ça permet à Kinshasa de s'organiser, ça permet aux dirigeants de la RDC de faire des tours dans le monde entier pour se parler avec leurs pairs et s'organiser davantage. Mais si la FCM23 aussi riposte sur beaucoup de fronts, ça ne va pas permettre à Tshisekedi de se déplacer de son pays, ni de ses ministres clés. Ils resteront dans le pays. Et là, ils feront la guerre au pays. Mais aujourd'hui, Kinshasa, tu vois, toutes les réunions internationales, on invite un État. On ne peut pas inviter un rebelle. En invitant un État, l'État, les représentants de cet État
ont la chance, ont une très bonne opportunité de parler de leurs problèmes, de ce qu'il y a, et de négocier l'apport, le support ou l'aide auprès de ces gens-là. Mais si la guerre est ouverte de façon vraiment à tous les fronts, eh bien, Kinshasa va se trouver dans l'embarras de vouloir partir alors qu'il y a la guerre au pays. Ce cessez-le-feu n'a été que stratégique pour la RDC, pour s'organiser. Mais Voilà. professeur, en parlant d'exactions contre les civils, nous avons observé un blocus imposé à Minembwe contre la communauté Banyamulenge qui a été revendiqué par l'armée burundaise. Mais quel était l'objectif de ce blocus? Parce que on a des fois entendu parler de génocide lent, mais quelle était la raison de ce blocus à Minembwe? Quand vous parlez de blocus, qu'est-ce que vous voulez dire? La population à Minembwe a été assiégée par l'armée burundaise. Elle n'avait pas été, Oui. aucun accès. Ça entre toujours dans la même optique de vouloir faire du mal ou le génocide du peuple Tutsi. Donc, si le Burundi est impliqué là-dedans, moi, ce que je vois là-dedans, c'est que le Burundi est en collaboration avec Kinshasa. On dit, l'ennemi de votre ami, c'est votre ennemi. Kinshasa est ami du Burundi, je veux dire du Bujumbura. Étant des amis, ils se disent que leur ennemi, c'est un ennemi commun. Ils doivent faire en sorte qu'ils combattent leur ennemi commun. Et ce combat contre l'ennemi commun, c'est le génocide contre ce peuple-là. Donc, on a toujours parlé que dans les médias, on parle que même certaines personnalités politiques du Burundi ont trempé même dans le génocide contre le Tutsi au Rwanda. Donc, qui dit que peut-être c'est pour se camoufler que cela ne continue pas? Peut-être ça aussi. Donc, ils n'oublient pas que, ils se souviennent toujours que derrière les génocides contre le Tutsi, le Burundi n'a pas été innocent en termes de ses autorités, au moins. Permettez que j'utilise ça, certaines de ses autorités. Donc, et cela fait en sorte que le Burundi fasse en sorte qu'il se solidarise avec la République démocratique du Congo pour combattre contre les rebelles ou les révolutionnaires, mais également, derrière tout ça, il y a des États qui ont orchestré, qui ont planifié, qui ont été derrière les génocides. Et ce sont ces États-là, les grandes puissances dont nous parlons ici. Alors ils font le bouclier sur le Burundi, c'est la RDC qui se trouve là, et ces États travaillent derrière les rideaux. Mais voilà. Professeur, une question. En analysant la situation à l'est de la RDC, est-ce que peut-on parler actuellement d'un génocide ou bien d'un temps précédent un génocide par rapport à ce que nous avons vu? Mais le génocide, c'est quoi? Le génocide a ces éléments qui les définissent. La définition du génocide, nous voyons cette définition être appliquée en RDC sous le silence et l'aveuglette de la communauté internationale. Donc, tout ce qui définit le génocide sont en RDC aujourd'hui. Parce qu'on parle d'idéologie génocide, on parle de discours de haine. Exact. Pas seulement l'idéologie, pas seulement les discours, même la tuerie qui est sélective. Est-ce que pourriez-vous dire qu'il est en cours ou bien qu'il est à être il est en exécution. Il est en exécution. Et l'histoire va nous rattraper. Va rattraper encore la région. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Je vous en prie. Maître, mais comment expliquer qu'aucune information claire n'a été donnée sur l'origine de l'attaque d'aujourd'hui à Goma? Parce que nous avons observé quelques condamnations, entre autres le président Macron
une ressortissante française, c'est elle qui a été une des victimes. Nous avons vu le président Macron condamner l'attaque, mais ne pas parler de l'origine de l'attaque. Nous avons aussi observé le ministre belge qui a condamné des attaques de deux côtés, mais ne pointant pas d'où est venu les drones qui ont attaqué aujourd'hui Goma. Mais comment peut-on expliquer ça? Non, c'est facile à expliquer, à comprendre. Ils n'ont pas voulu citer le bourreau parce qu'ils le connaissent. Mais c'est cet enfant gâté de la communauté internationale à qui on n'ose pas dire la vérité, à qui on ne reproche de rien, à qui tout est permis. Sinon, est-ce que l'AFC M23 aurait intérêt à bombarder le territoire qui est sous son contrôle? Avant janvier 2025, avant la prise de la ville de Goma et la ville de Bukavu, tout le monde était au courant du nombre de personnes qui étaient tuées journalièrement et nuitamment dans la ville de Goma. Mais après la libération de cette ville par l'AFC M23, toutes ces tueries ont cessé. Mais la communauté internationale n'a jamais, à aucun instant, même pas les médias internationaux, félicité l'AFC M23 pour avoir rétabli l'ordre et la sécurité dans une grande ville comme Goma, une ville qui abrite plus de 3 millions d'âmes. Donc, c'est tout ça pour dire que toute chose positive qui est faite par l'AFC M23 ne peut pas être relayée par et les médias internationaux et les politiciens internationaux et tous les acteurs de la communauté internationale. Au moment où, lorsque le gouvernement de la République démocratique du Congo bombarde des zones densément peuplées, c'est tout le monde qui recourt maintenant à un langage diplomatique pour condamner les attaques, mais sans nommer le bourreau, alors que le bourreau est connu. Ça entre dans cette logique de la communauté internationale de vouloir rester neutre lorsque leurs intérêts sont en jeu. Parce que, bon, de toutes les façons, le partenaire de la communauté internationale en RDC, ce sont les autorités de la RDC, les autorités de Kinshasa. C'est avec eux qu'ils négocient ces contrats miniers, c'est avec eux qu'ils négocient tout ce qu'ils négocient, c'est avec eux qu'ils négocient l'accréditation de leurs agents, c'est avec eux qu'ils font tout ce qu'ils font. Ils ont une mission, la plus grande mission de maintien de la paix au monde se trouve en République démocratique du Congo, à l'occurrence la MONUSCO. Mais cette mission n'est là que pour accompagner cette guerre que la communauté internationale ne veut pas qu'elle finisse. Et si vous avez des initiatives pour en finir avec ces guerres, et là, vous devenez l'ennemi et la cible privilégiée de toutes ces grandes puissances. Parce que si ces puissances avaient la volonté de finir avec la guerre à l'est de la RDC, cette guerre aurait pris fin depuis longtemps. Comme je vous ai dit, une grande mission de maintien de la paix au monde a été déployée au Congo depuis 1999. Ça va faire bientôt 27 ans que cette mission est à l'est au Congo et à l'est particulièrement. Mais pour quel résultat? Je rappelle que c'est une mission qui engloutit plus d'1,5 milliard de budget chaque année. Si l'argent qui a été dépensé sur la MONUSCO, si elle avait été affectée à la construction des infrastructures, toutes les provinces de la RDC seraient aujourd'hui reliées par des autoroutes avec des voies ferrées. Il y aurait des hôpitaux et des écoles. Mais la communauté internationale ne s'est jamais plaint en un seul instant pour dire que nous dépensons beaucoup d'argent, mais pour des résultats mitigés. Donc, pour dire que, au fait, leur objectif et leur volonté, c'est de voir le Congo s'enliser dans une guerre qui ne finit pas, et pour qu'eux, ils continuent à faire ce qu'ils font. Parce que c'est quand même incompréhensible qu'une force de maintien de la paix composée de plus de 20 000 militaires et policiers ne puisse même pas être en mesure de sécuriser ne serait-ce qu'un seul village.
Mais tout le monde le voit, tout le monde l'accepte, comme si c'était une situation normale. Et depuis 1999 à nos jours, la communauté internationale règle la facture d'1,5 milliard chaque année, mais ne demande jamais les résultats pour l'argent qu'il dépense. C'est quand même aussi aberrant. Vous ne pouvez pas dépenser de l'argent dans un projet qui ne vous génère pas des revenus et qui n'apporte pas des résultats voulus, et que vous le fassiez pendant 1, 2, jusqu'à 26, 27 ans. C'est quand même impensable. Donc, la communauté internationale doit avoir un autre agenda pour la RDC, qui n'est pas connu du public, y compris nous-mêmes. Sinon, si l'objectif était de ramener la paix et la sécurité à l'est du Congo, il penserait par exemple à la neutralisation des FDLR, parce qu'avant l'établissement des FDLR à l'est du Congo, il n'y avait pas un problème de sécurité. Donc, si le FDLR constitue la cause principale de l'insécurité, comment voulez-vous avoir la sécurité sans neutraliser ces forces? Et comme le professeur Tombola l'a très bien dit, les FDLR ne sont pas nés du jour au lendemain, ou ne se sont pas retrouvés seulement au Congo. Ils ont été escortés à partir du Rwanda après leur défaite et après leur forfait, après avoir perpétré le génocide contre les Tutsis. Ils ont perdu la guerre et, comme ils venaient de perdre la guerre, leurs parents les ont escortés avec armes, avec munitions, avec tout l'équipement du gouvernement du Rwanda de l'époque. Et ils les ont amenés jusqu'au Zaïre, de Mobutu à l'époque. La RDC s'appelait Zaïre. Et arrivés au Zaïre, ils n'ont pas été traités comme des réfugiés. Ils n'ont pas été désarmés. Ils n'ont pas été mis dans des camps de réfugiés, loin de la frontière de leur pays d'origine. C'est ce que dit le droit international. Si le droit international vraiment avait un sens à leurs yeux, il appliquerait aussi à ces génocidaires qui venaient de tuer plus d'1 million d'innocents en 100 jours au Rwanda. Mais ces gens ont été escortés, ils ont bénéficié d'un traitement de faveur, ils ont été mis dans des camps de réfugiés juste à la porte de la frontière du pays dans lequel ils venaient de fuir, et ils ont eu aussi le droit au port de leurs armes, ils ont continué le recrutement et la formation des nouveaux recrues, et c'est jusqu'à ce qu'ils ont commis d'autres exactions au Congo, ce qui a d'ailleurs amené à changer le nom. Avant, ils étaient d'abord des ex-FAR et puis Neramwe, et puis arrivés au Congo, ils se sont rebaptisés ALIR, Armée de libération du Rwanda. Il y a eu ALIR 1 et ALIR 2. Et lorsqu'ils ont tué des touristes américains dans la forêt de Bwindi en Ouganda, c'est après qu'ils aient été mis sur la liste des terroristes qu'ils ont changé de nom pour se rebaptiser FDLR. Mais ce sont les mêmes personnes qui font les mêmes exactions et qui maintiennent la même idéologie génocidaire. Mais si vous voulez résoudre un problème de sécurité à l'est de la RDC et dans les Grands Lacs en général, pour bien résoudre une question, vous vous attaquez à ces causes. Et la cause principale, c'est le FDLR. Et au lieu d'éradiquer le FDLR, tout ce qu'ils font, c'est lui apporter du soutien et lui donner tout ce dont il a besoin en matériel, en politique, en finance et en diplomatie. Et c'est ça le problème. Voilà, je disais que cette hypocrisie, cette façon de voir des choses, c'est ce qui fait que les questions sécuritaires, les questions politiques, les questions diplomatiques ne sont pas résolues parce que, au fait, tout le monde comprend, mais personne ne veut agir. Mais maître, vous parliez de l'incapacité de la MONUSCO à protéger ses civils ou à rétablir la sécurité à l'est de la RDC. Mais peut-on parler d'un manque d'équipement? Mais quelle est la véritable cause de cette incapacité de la MONUSCO à rétablir la paix dans l'est de la RDC? Au fait, moi, je ne dis pas que c'est l'incapacité de la MONUSCO. Parce que la MONUSCO est surarmée, suréquipée,
bien financés. Ils ont tout ce dont ils ont besoin pour pouvoir apporter la sécurité. Mais peut-être que les personnes ou les États qui les ont envoyés ne veulent pas que cette situation se décante. Mais sinon, les capacités, la MONUSCO est composée de militaires des carrières qui viennent de pays. Et dans ce pays, ce sont ces mêmes militaires qui assurent la sécurité et l'intégrité de leur territoire. Je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'ils arriveraient au Congo et deviendraient inutiles. C'est en fait la politique qui est derrière le déploiement de la MONUSCO. En 2013, nous avons vu les Nations Unies déployer une organisation, pas une organisation, une force robuste, avec un mandat robuste, qui devait combattre le M23 et les FDLR. C'est comme ça que la résolution du Conseil de sécurité, si ma mémoire est bonne, je crois que c'était la résolution 2098, qui disait qu'il est créé une force au sein de la MONUSCO qui aura comme pour mission d'éradiquer, de combattre et d'éradiquer les groupes armés, y compris le M23 et le FDLR. Ces militaires de la force Force Intervention Brigade, de la brigade d'intervention, qui était composée par des Tanzaniens, des Malawites, des Sud-Africains, a été mis sur pied. Ils ont fait des opérations contre les M23, qui étaient malheureusement aussi affaiblis à l'époque, et qui les a obligés de déposer les armes et de quitter les sols congolais. Mais après la fuite du M23, après le désarmement du M23, qui s'en est suivi, le reste de cette résolution des Nations Unies n'a pas été appliqué, pour des raisons qui sont inconnues à nos jours. Personne ne peut nous expliquer pourquoi est-ce que la force d'intervention, la brigade d'intervention de la MONUSCO ne s'est pas attaquée au FDLR, alors que la résolution 2098 leur donnait mandat de traquer le M23 et le FDLR. Donc, ce n'est pas que la MONUSCO n'a pas de capacité, mais c'est peut-être la volonté de ceux qui les ont déployés qui leur dit non, la mission qu'on vous a assignée, ce n'est pas d'aller rétablir la paix et la sécurité à l'est du Congo, c'est de maintenir le statu quo, parce que le statu quo nous arrange. Merci beaucoup, maître. Je vous en prie. Professeur, nous avons observé la RDC l'année passée dans différents processus. Il y a eu Doha, il y a eu Washington. Nous sommes aujourd'hui en 2026. Est-ce que entrevoyez-vous un autre processus de paix ou bien de la continuation des processus déjà établis? Bon, au fait, franchement, les processus qui ont existé et qui existent et qu'on aura encore, ces processus n'auront même pas à finir ce problème, ce conflit. Il faut qu'il y ait cette volonté politique des partis pour que ce conflit cesse ou finisse. Mais on aura toujours des... On a eu Nairobi, on a eu Luanda, on a eu les États-Unis, Washington, on a Doha, on va avoir encore Angola. Mais finalement, on aura l'Union africaine. Donc, il y a beaucoup de processus au point où même les partis qui sont dans ce processus peuvent même se perdre de tout ce qui a été dit. Moi, je pense que le vrai problème que nous avons, c'est la gouvernance au sein de la République démocratique du Congo. Cette guerre profite aux autorités congolaises. Ils font des détournements massifs, comme ils veulent, et personne ne leur fixe. Il faut en sorte que tout le regard soit braqué vers la guerre que vers les détournements. Des fois, je me pose la question, Maître Gassomina vient de parler du budget de la MONUSCO par an, plus d'1 milliard de dollars par an.
Prenons, c'est vraiment, c'est peut-être très bas, mais réfléchissons de cette façon-ci. La population congolaise n'est pas plus de 350 millions d'habitants. Si on prenait cet argent, la République démocratique dit ceci. Cet argent, nous allons distribuer à notre population. Chaque individu congolais aura $1 million. Et prenez toutes ces années-là. Que serait cette population aujourd'hui? Des milliardaires. Et la pauvreté pourra être finie dans ce pays-là, mais on confine cet argent sur une portion des militaires de la MONUSCO, et nous avons des détournements de millions de dollars par des ministres, on en a entendu. Imaginez un ministre qui détourne plus de 300 millions de dollars. Il va au procès. Après le procès, il est libéré. Mais on se pose la question, mais ça c'est quoi? 300 millions dans la poche d'un ministre. Ces 300 millions, si on pouvait les distribuer à la population, chaque individu aura $1 million. Mais on s'était comme si c'était des petits-enfants qui cassent un verre. Et le petit enfant, on le laisse, on dit, bon, c'est un petit enfant qui commence à marcher. S'il casse le verre, on doit acheter un autre verre. Et la chose continue comme ça. Je pense que la RDC doit devoir se réveiller. Elle est vraiment en sommeil. Elle est en sommeil et les gens s'enrichissent au profit de la RDC. La RDC doit se réveiller. Mais professeur, actuellement, nous constatons de plus en plus des attaques de drones. Peut-on parler d'une nouvelle dynamique de la guerre parce qu'on ne voit plus des affrontements comme on en avait l'habitude? Oui. Assistons-nous à une nouvelle dynamique de la guerre en est de la RDC? Oui, mais la RDC a trouvé que sur le plan artillerie, elle est faible. Tellement faible alors. La guerre de l'artillerie, donc avec les armes, la guerre terrestre, la RDC, elle est extrêmement faible. Ça, c'est une nouvelle dynamique. Si l'M23 veut bien combattre ça, il faut que l'M23 fasse aussi sa technologie ou réfléchisse sur sa technologie pour cibler le centre où se trouvaient ces drones, le centre de commandement des drones. Ça, c'est un. 2. Il se trouve sur les réseaux téléphoniques contrôlés par Kinshasa. Mais vous ne pouvez pas travailler avec, utiliser les réseaux téléphoniques de Kinshasa et dire que vous êtes en train de combattre, de vous battre contre Kinshasa. Kinshasa va vous traquer partout là où vous êtes. Je pense qu'ils doivent aussi se réveiller et penser que s'ils ont des téléphones portables, communément appelés touch, ou les téléphones avec Android, ils doivent réfléchir que ces téléphones sont monitorés par Kinshasa. Partout là où ils sont. Ils savent là où ils sont. Donc les bombarder, c'est vraiment très aisé. Donc la guerre qui est maintenant là, c'est une guerre technologique. On doit cibler. C'est une guerre avec des cibles. Nous ciblons. Où est X? Nous le trouvons, il est au téléphone. Son téléphone est en ligne. Nous allons le poursuivre là où il est. Mais il doit savoir que le réseau téléphonique est contrôlé par Kinshasa. Et dans une guerre comme ça, une guerre où on utilise cette technologie, eh bien, il faut qu'il réfléchisse autrement. Réfléchir autrement, qu'il fasse une guerre, comme je l'ai dit, de façon à ouvrir des fronts partout. Là, ça va distraire Kinshasa, je pense. Mais avec cette nouvelle guerre technologique que nous observons, est-ce que l'AFC-M23 a la capacité de riposte? Pourquoi pas? C'est une révolution, ce sont des rebelles et ils ont aussi des talents. Je suis certain qu'ils ont aussi des talents comme ça, parce qu'ils ont aussi la façon dont ils communiquent.
disons, la façon de communication et en utilisant des technologies aussi de pointe, ils peuvent aussi... Donc, cette technologie s'acquiert. Comme c'est une technologie qu'ils peuvent acquérir, eh bien, ils doivent... Puisqu'ils sont en guerre. La guerre face à face, Kinshasa a échoué. Il faut alors que, comme Kinshasa a pensé à une guerre par avion, eh bien, ils doivent aussi réfléchir sur une technologie pour contrecarrer cette guerre. Je vais vous donner un petit exemple. Tout de suite, Maître Gassomina le disait, les mesures défensives du Rwanda. Dernièrement, quand l'AFC M23 a pris Goma, mais on a vu et on a largué des bombes sur le Rwanda. Mais il y avait une technologie au Rwanda que tout le monde a été surpris. Même les grandes puissances ne s'y attendaient pas. Les soi-disant grandes puissances. Aujourd'hui, je prends le Rwanda comme une grande puissance aussi. Je ne prends pas le Rwanda comme un petit pays comme ça. Non, c'est un pays, c'est une grande puissance qui a surpris les pays qui se disent grandes puissances. On a largué des bombes sur le Rwanda, mais les bombes ont été interceptées en l'air. Donc, ce sont des technologies qui existent. Je pense que le M23 aussi, l'AFC peut avoir des partenaires qui sont peut-être, qui peuvent être aussi des partenaires valables, qui peuvent aussi les aider dans tout ça. Voilà. Merci, professeur. Je vous en prie. Maître Bessominel, tout à l'heure, vous parliez d'accords miniers conclus entre Kinshasa et les États-Unis. Mais récemment, nous avons vu le ministre des Mines congolais évoquer d'éventuels partenaires à part les États-Unis. Est-ce que pouvons-nous dire qu'il y a eu un embrouillement entre Kinshasa et Washington? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Non, rien ne s'était passé. C'était une façon de monter les enchères. Parce que Washington veut négocier avec nous des contrats miniers, il faut lui dire que nous avons d'autres partenaires qui sont intéressés pour que les prix augmentent et que nous tirions le maximum que nous puissions tirer dans la vente de ces minéraux. Mais tout le monde le sait que sous le régime Kabila et sous le régime Tshisekedi, les Chinois ont négocié des grands contrats miniers avec les autorités de la RDC. Ils ont une très grande société au Congo qui s'occupe de l'exploitation des mines. Et ces contrats, en fait, c'était minerais contre infrastructure. Et des sources généralement bien informées font état des déséquilibres dans la négociation de ces contrats. Et les États-Unis n'aimeraient pas aussi rester derrière lorsque les Chinois ramassent des milliards de dollars au Congo dans le minerai. Et c'est pour cette raison que quand le ministre congolais fait une sortie médiatique comme celle-là, pour dire qu'ils ont d'autres partenaires, c'est vrai. Le monde entier a besoin de ces terres rares et de ces minéraux dans l'industrie de fabrication des fusées, des téléphonies mobiles et d'autres ustensiles électroniques. Donc, c'est bien connu que ce sont des minéraux qui sont recherchés maintenant dans l'industrie au monde entier. Donc, que la RDC ait d'autres partenaires, c'est une réalité. Mais que le ministre le dise au moment où il négocie avec les États-Unis, c'est une façon de monter les enchères. Il doit avoir ses propres raisons. Mais la réalité, c'est quoi en fait? La réalité ne devrait pas se limiter seulement à l'achat et aux négociations des contrats miniers. Parce qu'on parle d'un problème sécuritaire. Parce quand on a la sécurité, on peut mieux faire le business. Mais je ne sais pas pourquoi est-ce que les gens privilégient le chaos pour qu'ils fassent du business. C'est que ce n'est pas, en fait, un business clean. Ce n'est pas un business au vrai sens du terme. C'est une mafia qui se cache derrière des contrats négociés en bonne et due forme. Je pense que si l'Est de la RDC est resté en insécurité, si même on pouvait prendre les 5 dernières années. La résurgence du M23
en 2021 avait seulement commencé dans le massif de Sabinho. Mais après quelques temps, ils se sont étendus vers la cité de Bunagana et puis tous les territoires de Rutshuru étaient libérés. Puis suivra Masisi, les grandes villes de Goma et Bukavu ont suivi, etc. Mais pourquoi? Parce que les M23, avant la création de l'AFC, avaient toujours fait entendre qu'ils ne voulaient pas conquérir de nouveaux espaces, mais qu'ils voulaient par contre négocier avec le gouvernement pour mettre fin à la guerre. Mais le gouvernement leur a opposé une fin de non-recevoir. Ils n'ont pas accepté cette offre, ils ont opté pour la guerre. Parce que la guerre, comme le professeur Tombola l'a bien dit, la guerre profite lourdement aux autorités congolaises et à leurs partenaires. Donc, les autres parlent de victimes civiles, des infrastructures qui sont touchées par des bombardements et autres, mais les autres font des millions de dollars. Ce n'est pas un secret. Lorsque des militaires congolais étaient déployés à l'Est, à Kinshasa, leurs familles organisaient des fêtes parce que c'était une façon d'aller s'enrichir. Donc, la guerre a aussi cet aspect financier et économique très important que les gens ne veulent pas dire. Aujourd'hui, si vous voyez tous les acteurs internationaux qui s'obstinent à demander la réouverture de l'aéroport de Goma, avant la prise de la ville de Goma, toutes les 5 minutes, il y avait un avion qui décollait ou un avion qui atterrissait. Mais que transportaient ces avions et d'où provenaient ce qu'ils transportaient? Toutes ces questions n'ont pas de réponse. Mais aujourd'hui, quelqu'un va vous dire que pour sécuriser et pour venir en aide, pour apporter l'aide humanitaire à l'est du Congo, il faut la réouverture de l'aéroport de Goma. C'est la réouverture de l'aéroport de Goma qui intéresse les Occidentaux plus que le rétablissement de la sécurité. Juste un coup de fil de Macron à Tshisekedi d'arrêter d'attaquer les populations à l'aide des drones. Ça suffirait, un coup de fil suffirait pour arrêter ça. Mais le président Macron a organisé toute une conférence à Paris autour de l'ouverture de l'aéroport de Goma sans le maître de l'aéroport de Goma. Parce que les autorités des fêtes à l'est de la RDC, et à l'occurrence de Goma et Bukavu, c'est l'AFC M23. Dans la conférence de Paris, l'AFC M23 n'avait pas été convié, mais il a été décidé la réouverture de l'aéroport de Goma. Par la suite, la commissaire européenne de la Commission européenne est venue dans la région. La seule demande, c'était la réouverture de l'aéroport de Goma. Elle n'a jamais demandé au gouvernement congolais de cesser des attaques indiscriminées contre les civils à l'aide des drones. Mais pourtant, ces drones font des victimes civiles tous les jours. Mais personne ne les condamne. Donc, ce qui intéresse ces grandes puissances, ce qui intéresse ces acteurs internationaux, ce n'est pas forcément la sécurité des personnes et de leurs biens. C'est leurs propres intérêts. Voilà pourquoi ils s'obstinent à demander toujours la réouverture de l'aéroport de Goma, parce qu'ils veulent venir à l'est du Congo à l'aide de l'avion, et ils doivent avoir un aéroport où ils vont atterrir sans pouvoir payer le droit d'atterrissage ni de décollage. Maître, si vous nous permettez d'avancer un peu vers la fin de l'émission, quand Kinshasa et Kigali ont signé les accords à Washington, aux États-Unis, il n'y avait pas juste un volet sécuritaire, mais il y avait aussi un volet économique. Mais où se place le Rwanda entre ces accords entre Kinshasa et Washington, mais où est le Rwanda alors que le Rwanda devait être aussi intégré dans ces... Oui, au fait, l'accord intègre le Rwanda. C'est pour cette raison qu'il y a un volet économique. Mais il y a aussi un volet sécuritaire. Parce que c'est pour cette raison d'ailleurs que le Rwanda a été partie prenante à cet accord de Washington. Au fait, l'accord de Washington ne reprend que ce qui avait été négocié plutôt à Luanda, en Angola, et parce que le fameux CONOPS, c'est un document qui a été adopté en Angola. Les États-Unis ont un intérêt
économique avec la RDC. Mais à titre illustratif, vous vous souvenez qu'un peu avant la prise de Goma et de Bukavu, le gouvernement congolais avait coupé tout lien avec le Rwanda, y compris la fermeture des missions diplomatiques accréditées dans l'un et l'autre de ces deux pays. L'ambassade du Rwanda à Kinshasa avait été fermée. Kinshasa avait rappelé ses diplomates à Kigali. Mais Kinshasa n'a jamais daigné fermer le poste frontalier de la corniche à Rubavu, de la petite barrière à Rubavu, de Bugarama ou de Kamembe. Mais pourquoi? Parce qu'au fait, les populations de villes, des provinces du nord et du sud Kivu, à l'occurrence des deux grandes villes, Bukavu et Goma, vivent essentiellement des produits qui transitent vers le Rwanda. Donc, forcément, le Congo a besoin du Rwanda, comme le Rwanda a besoin du Congo. Nous sommes des voisins et aucune chose ne pourra nous séparer. C'est pour cette raison, au fait, que l'aspect économique doit toujours être là, parce que les voisins vont toujours avoir besoin des uns et des autres. L'exemple, ce sont les biens de première nécessité qui vont à l'est du Congo, transitent forcément par le Rwanda. Et la preuve, c'est que Kinshasa n'a pas été en mesure de fermer ses frontières, alors qu'ils avaient tout coupé, y compris l'espace aérien. Ils ont interdit aux aéronefs battant pavillon Rwanda de survoler leur espace aérien. Mais ils n'ont pas été en mesure de fermer les frontières terrestres, parce que ces frontières terrestres constituent pour eux une source vitale. Donc les intérêts des uns et des autres devraient en principe. C'est pour cette raison que l'accord de Washington a intégré cette partie économique. Et moi, je vois que c'était important que ça se fasse de cette façon. Et comme nous sommes des voisins, nous le resterons et personne ne pourra changer cette donne. Merci beaucoup. Je vous en prie. Professeur, si vous nous permettez aussi une dernière question. Nous avons brièvement récemment vu celui qui était le porte-parole des FRDC, Sylvain Ekenge, à la télévision nationale prodiguer des discours de haine, dire que les femmes Tutsi, il a parlé de femmes Tutsi et des trucs à la télévision nationale. Est-ce que brièvement, pouvons-nous dire que l'État congolais soutient ouvertement, flagramment, l'idéologie génocidaire et les discours de haine à l'encontre des communautés Tutsi congolaises? Absolument oui. Ce n'est même pas à cause de Sylvain Ekenge qu'on peut confirmer ça. Depuis que ce conflit a commencé, nous avons vu d'ailleurs un responsable provincial de la police à Goma, qui était le chef de la police du Nord Kivu, qui était au stade de l'unité, qui avait dit dans un discours, c'était juste au début de ce conflit, je pense que c'était en 2023, si je ne m'abuse, qui disait que tout le monde prenne la machette, que tout le monde prenne, que chacun se munisse d'une arme, que ce soit traditionnelle ou moderne, on va leur distribuer ça, pour qu'ils puissent tuer tout Tutsi où il doit être. Voilà, donc ça date de très longtemps. Donc ce discours est là, ce n'est pas seulement le discours, ils ont même planifié ça. Le discours est là, et même l'exécution est là. Peut-être, si je peux conclure par ceci en disant que, de grâce, les pays impliqués dans les négociations, les États-Unis, qu'ils puissent voir ce conflit de façon neutre. Sinon, l'histoire leur posera cette question. Si une partie prenante dans les accords viole les accords, qui est condamnation? Ou bien, carrément, qu'ils disent « Ok, allez-y », comme s'ils faisaient le karaté.
dans le stade du karaté. Laisser les gens alors se battre, que le fort gagne. Au lieu de dire, nous sommes des facilitateurs, nous sommes là, mais quand une partie viole le cessez-le-feu et qu'ils se taisent, c'est vraiment, je ne sais pas, c'est vraiment amer. Professeur Tambola, merci beaucoup pour vos explications. Merci beaucoup Bertrand et merci beaucoup pour Iguier.com pour nous avoir invités pour ce plateau. Merci Je vous d'avoir remercie. accepté nos invitations. Merci beaucoup aussi. Maître Gessominari, merci beaucoup pour vos explications et d'avoir accepté notre invitation. Merci, tout le plaisir est pour moi. Vous êtes encore très bienvenue. Merci beaucoup. Merci.